Bienvenue à toutes et tous à cette cinquième édition des webinaires de la Fondation du Souffle consacrée à mieux vivre avec un cancer du poumon. En attendant les derniers participants, j'aimerais rappeler en fait que ces webinaires sont accessibles de façon totalement gratuite. J'aimerais aussi en profiter pour remercier nos experts qui vont nous aider, qui nous aident à assurer notre mission sociale d'information et de prévention. Nous avons également des actions de recherche, de financement de la recherche. C'est un élément important pour la Fondation du Souffle. Et enfin nous participons à l'aide sociale, à aider des patients qui sont dans une situation difficile de façon transitoire. Et c'est la Fondation qui permet de passer ce cap. Et tout cela est bien évidemment possible grâce au soutien financier de nos mécènes, de nos donateurs. Et donc n'hésitez pas à nous soutenir et connectez-vous sur le site lesouffle.org. Le webinaire d'aujourd'hui est organisé grâce au soutien financier de Johnson & Johnson Santé Beauté France, qui est représenté ici par sa présidente Astrid Ziebart, à qui je donne maintenant la parole. Bonjour à tous. Effectivement, je suis la présidente pour Johnson & Johnson Santé Beauté France, mais je suis aujourd'hui ici pour représenter les 3 entités de Johnson & Johnson. En tant que premier groupe de santé du monde, on s'intéresse au sujet du cancer du poumon parce qu'on a vraiment dans le parcours des patients atteints de ce cancer dévastateur des solutions à apporter. On n'a pas seulement dans la prévention le sévrage tabagique, on a des traitements médicaux, on a des traitements de chirurgie de pointe. Et avec nos équipes, nous sommes très mobilisés pour effectivement contribuer à cette lutte contre ce cancer très, très dévastateur. Et on est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui pour effectivement nous mieux expliquer le sujet et de partager votre savoir-faire avec nous. Donc, ravi de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Un grand merci pour votre soutien. Nous allons maintenant entrer dans le vif, dans le contenu de notre séminaire, qui est donc le webinaire, qui est donc prévu. Il y a 3 interventions. Une première intervention par le professeur Anne-Claire Toffard, qui est pneumologue au CHU de Grenoble et qui va nous parler du cancer du poumon dans tous ses états. Et puis ensuite, l'importance du parcours de soins, qui est importante bien sûr pour tous les patients quand on est atteint d'un cancer du poumon. C'est un choc et il faut arriver à le surmonter. Et le parcours de soins est un élément important. Et donc, dans un premier temps, on parlera d'activité physique. Et donc, c'est Rémi Valentin, qui est à ma droite, qui sera rejoint tout à l'heure par Camille Le Foll, qui donc sont kinésithérapeutes à la Pitié-Salpêtrière et qui nous parleront d'activité physique. Et on terminera par Nicole Stenger, qui donc travaille au comité départemental Le Souffle 44, qui nous parlera du sevrage tabagique et de l'importance du sevrage dans la prise en charge également du cancer du poumon. Et donc, il y aura, bien sûr, vous pouvez poser des questions, ce webinaire est interactif, les questions pouvaient être posées en amont, donc j'ai déjà un certain nombre de questions à disposition, mais vous pouvez poser des questions au cours du webinaire, vous utilisez la fonction discussion. Et à ce moment-là, je verrai vos questions apparaître. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, on essaiera d'y répondre autant qu'il est possible. Et donc, je vais tout d'abord passer la parole à Anne-Claire Toffard, qui va nous parler du cancer du poumon dans tous ses états. Je pense que c'est vraiment important, si on veut mieux vivre avec un cancer du poumon, il faut connaître son adversaire, savoir le repérer précocement, savoir quels sont les traitements, les armes dont on dispose. Et il y a de nouvelles armes à disposition. C'est ce dont va nous parler Anne-Claire Toffard. Anne-Claire, tu as la parole. Bonjour à tous, merci Bruno. Donc effectivement, Anne-Claire Toffard, je suis pneumologue, je suis spécialisée en oncologie thoracique et je travaille au CHU de Grenoble. Voilà. Donc voici mes liens d'intérêt. Donc ma présentation, je vais essayer dans le court temps imparti de vous faire un petit peu de vous donner une vision d'ensemble du cancer du poumon, d'une part avec les symptômes qui peuvent amener à faire le diagnostic de ce cancer. Ensuite, les différents examens à réaliser pour arriver à ce diagnostic et pouvoir proposer un traitement. Et puis ensuite, les grands types de traitements où sont nos progrès des dernières années.
Donc, les symptômes en lien avec le cancer, ils peuvent être de différents types. D'une part, les symptômes respiratoires. Le cancer du poumon est une maladie des poumons. Donc, s'il y a une atteinte des poumons, les patients peuvent être essoufflés, ils peuvent présenter une toux, ils peuvent cracher du sang, ce qu'on appelle des hémoptysies. Ou s'il y a une bronche un peu bouchée, ça peut s'infecter à répétition. Donc, ça peut être des signes d'appel. Autre chose, autour du poumon, il y a d'autres appareils. Il y a la plèvre, il y a le cœur, l'œsophage, des vaisseaux. Et donc, la tumeur peut aller comprimer ces différents organes. Si la tumeur, elle comprime l'œsophage, le symptôme, ça sera la dysphagie. La dysphagie, c'est une difficulté à avaler. Si la tumeur, elle comprime les nerfs qui vont innerver les cordes vocales, ça pourra faire une dysphonie, c'est-à-dire modifier la voix. Si la tumeur, elle est plutôt ici, à comprimer la veine cave supérieure, qui est la veine qui ramène tout le sang du haut du corps, ça pourra faire ce qu'on appelle un syndrome cave supérieure, c'est-à-dire que les patients vont commencer à gonfler sur le haut de leur corps. Un cancer, ça peut également, notamment le cancer du poumon, ça peut également faire des métastases. Les métastases qui peuvent être au niveau du cerveau, donc à ce moment-là, faire un tableau de confusion, de déficit neurologique. Les métastases peuvent être au niveau des os et donc faire mal, ou dans le ventre, au niveau des surrénales, qui sont des petites glandes au-dessus du rein ou au niveau du foie, et ça fait mal. De façon plus générale, le cancer du poumon, ça peut être responsable d'une altération de l'état général. Et ce qu'on appelle l'altération de l'état général, c'est l'association, c'est une triade, l'asthénie, la fatigue, l'anorexie, c'est le fait de ne plus avoir faim. C'est très différent de l'anorexie mentale, c'est l'anorexie liée au cancer. Et tout ça, ça aboutit à un amaigrissement. Autre symptôme qui peut être en lien avec le cancer, c'est ce qu'on peut appeler un syndrome paranéoplasique. Peut-être que vous avez entendu, c'est des symptômes qui sont en lien avec la tumeur, mais pas directement avec la masse. Il peut y avoir du sodium qui est bas dans le sang, du cortisol qui est haut, différents autres signes. Ensuite, des symptômes qui ne sont pas directement en lien avec le cancer, c'est-à-dire que le cancer, ça va un peu rendre notre sang un peu plus visqueux et donc aboutir à des thromboses, à des petits caillots du sang. Et donc, on a des patients qui, dans les quelques mois qui précèdent le diagnostic du cancer, auront fait une embolie pulmonaire ou des phlébites, c'est-à-dire des thromboses des veines, des membres. Et puis, ça peut aussi être fortuit. Pour le scanner de dépistage, vous avez peut-être entendu parler du dépistage du cancer du poumon. Les pneumologues sont en train de travailler pour qu'il y ait des recommandations nationales. Aujourd'hui, il n'y a pas de dépistage de masse pour le cancer du poumon, mais des médecins généralistes ou des pneumologues chez des patients gros fumeurs peuvent faire un scanner de dépistage. Ou alors pour un autre symptôme, j'ai mal à l'épaule, je me suis fracturé l'épaule et on découvre une masse au niveau du poumon. Donc, vous voyez que les symptômes, les signes d'appel du cancer du poumon peuvent être extrêmement variés. Voilà. Le premier examen qu'on fait qui donne l'idée qu'il s'agit d'un cancer du poumon, ça sera un scanner du thorax. Un scanner du thorax, on voit les poumons, on voit la trachée, l'œsophage, les vaisseaux, autour les côtes. Et puis là, vous voyez dans le poumon droit, ce qu'on considère qu'on regarde le patient par les pieds, dans le poumon droit, vous voyez une masse. Et là, cette masse, elle est suspecte pour nous d'un cancer du poumon. Et donc, quand on a une suspicion d'un cancer du poumon, il faudra qu'on fasse des examens dans deux objectifs. Un objectif qui est de faire le diagnostic de cancer, de le prouver, c'est-à-dire d'en prendre un morceau, et un autre qui est un peu de faire la carte de géographie, c'est-à-dire voir si le cancer, il est que au niveau du poumon ou s'il s'est mis dans d'autres organes. Donc, pour faire le diagnostic positif de cancer, il faut aller prendre un morceau. Pour cela, on a différents examens disponibles. Si la tumeur elle est plutôt proximale, comme sur la coupe de scanner d'avant, on va proposer une endoscopie bronchique. Vous voyez, c'est un tuyau avec une caméra. On passe par le nez du patient, on va en fond de gorge dans la trachée et ensuite on fait des prélèvements dans les bronches, on fait des petites biopsies. Autre examen possible, vous voyez comme sur ce scanner-là où le nodule il est plus périphérique, l'endoscopie bronchique ne permet pas d'atteindre cette lésion et donc on va demander au radiologue sous scanner d'aller ponctionner précisément ce nodule. Il peut y avoir d'autres localisations telles que les ganglions dans le médiastin, c'est-à-dire autour des vaisseaux, autour de la trachée. Et là, par exemple, on pourra demander au chirurgien de faire une médiastinoscopie, c'est-à-dire qu'il fait une petite incision là au niveau du creux sud-xiphoïdien et il y passe un trocar et il va aller faire ses biopsies de ganglions. Donc, vous voyez qu'on a un panel d'examens pour aller prélever des morceaux de tumeur. Je vous ai dit qu'à côté de ça, il fallait faire la carte de géographie du cancer, voir où il est localisé.
Donc, vous voyez que là, sur un scanner abdominal, on peut voir une métastase osseuse. Sur un scanner cérébral, qu'on fera une métastase cérébrale. Et un autre examen en médecine nucléaire qui s'appelle une scintigraphie OFDG. Et la scintigraphie OFDG qui va fixer les zones qui consomment beaucoup de sucre, beaucoup de glucose, et en particulier le cancer. Donc ça, c'est le patient du scanner que je vous avais montré sur la... Il y a 2 diapositives. Il y a des fixations physiologiques au niveau du cerveau, du cœur et des voies urinaires. Et donc, chez ce patient, il n'y a pas d'autre lésion tumorale que cette masse pulmonaire. Et donc, on pourrait lui proposer, à partir du moment où le cancer est localisé, proposer un traitement à visée curative. Donc, sur cette diapositive, qui est très vulgarisée, puisque c'était présenté publié dans le Figaro il y a quelques années maintenant, et ça fait un résumé des différents traitements qui existent dans le cancer du poumon. Donc, il y a des traitements à visée curative, que sont la chirurgie ou la radiothérapie, puis il y a des traitements qui vont passer par les veines, enfin par voie systémique, par les vaisseaux, qui soient des traitements qui passent par les veines ou des traitements oraux. Pour ça, on a la chimiothérapie, les thérapies ciblées, qui sont le plus souvent des traitements oraux dans la prise en charge des patients avec un cancer du poumon, même s'il y en a de plus en plus par voie intraveineuse, et l'immunothérapie, dont vous avez sans doute entendu parler ces dernières années. Donc, en termes de traitement, la prise en charge sera différente selon que le cancer sera localisé, c'est-à-dire sans métastase, ou étendu avec des métastases. Pour les cancers localisés au poumon, notre objectif, c'est la guérison. C'est un objectif curatif. Et donc, le traitement va être centré sur la chirurgie. Chirurgie, c'est une lobectomie, donc c'est-à-dire enlever un lobe, enlever une partie du poumon, ou de la radiothérapie. Et éventuellement, les patients qui auront eu ces traitements à visée curative pourront avoir en association de la chimiothérapie, une thérapie ciblée ou de l'immunothérapie. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'essais cliniques sur l'immunothérapie. Vous avez peut-être entendu le mois dernier autour du congrès de l'AACR qui était aux États-Unis. On a beaucoup entendu notamment le professeur Girard qui avait présenté cette étude, professeur Girard de l'Institut Curie, sur l'immunothérapie avant la chirurgie qui apporte des résultats très, très intéressants en termes de diminution de la récidive. Chez les patients avec une maladie métastatique, tout d'abord, aujourd'hui, on va rechercher, notamment pour les adénocarcinomes, qui est un type de cancer du poumon, s'il y a une mutation dans les gènes de la tumeur. Et une mutation qui rendrait le patient éligible à une thérapie ciblée, c'est ce qu'on appelle une addiction oncogénique. Dans ce cas-là, le patient va pouvoir recevoir des thérapies ciblées par voie orale ou intraveineuse. Et l'arrivée de ces traitements, pour nous, ça a vraiment été une révolution, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, un patient avec un cancer du poumon avec une maladie métastatique qui vivait en médiane, c'est-à-dire pour 50% des patients, 12 mois, avec des thérapies ciblées, par exemple des traitements anti-EGFR, les patients vont pouvoir vivre avec des médianes de survie de 3 mois ou des médianes de survie de 7 ans en cas de réarrangement de HALT. Donc, vous voyez vraiment la révolution pour les patients que l'identification de ces anomalies moléculaires et avec les traitements qui vont avec. Si les patients n'ont pas d'addiction oncogénique, le traitement il va être centré par la chimiothérapie et de plus en plus avec l'immunothérapie, chimiothérapie qui pourrait être associée avec l'immunothérapie ou de l'immunothérapie seule ou de la chimiothérapie seule. L'immunothérapie, là encore, c'est une de nos révolutions des 5 dernières années, c'est-à-dire que, vous vous souvenez que je vous avais dit, chimiothérapie seule, c'est des médianes de survie autour de 1 an. Et avec l'immunothérapie, on a des patients qui ont des médianes de survie autour de 18 à 20 mois. Et surtout, on sait que le patient qui est en vie à 6 mois ou 1 an, il sera encore en vie 2 ans après, avec le sentiment peut-être que grâce à l'immunothérapie, certains de nos patients vont guérir. Donc, vous voyez vraiment qu'il y a une vraie révolution qui est en train de se mettre en place dans le cancer du poumon et tout cela au bénéfice des patients. Je vous remercie de votre attention. Un grand merci Anne-Claire pour cet exposé concis, synthétique sur un sujet complexe en fait. Donc arriver à synthétiser tout ça. On va conclure cette présentation avec un témoignage, le témoignage de Catherine qui est une de tes patientes. Donc on va une vidéo de quelques minutes sur le sujet. Je m'appelle Catherine, j'ai 57 ans. Juillet 2019, emphysème. Décembre 2020, janvier 2021, apparition des premiers symptômes. Et février 2021, ben voilà, j'ai appris que j'avais un cancer du poumon stade 4. Donc, j'ai été prise en charge très rapidement par un premier oncologue avec qui ça s'est très bien passé,
qui a quitté le service et donc j'ai retrouvé le professeur Toffard. J'ai été traitée par chimiothérapie et immunothérapie dans un premier temps pendant 3 ou 4 cures et actuellement je suis sous immunothérapie et ça doit encore continuer pendant une petite année. Donc ça. La chimiothérapie, bien sûr, n'a pas été facile parce que ça provoque des nausées, des vomissements. Par contre, l'immunothérapie me convient parfaitement. J'ai comme seul effet secondaire une prise de poids parce que j'ai pris 10 kilos. Mais franchement, tant pis. Je veux dire, je rentre plus dans mes vêtements. Je renonce à refaire ma garde-robe en me disant que tout va rentrer dans l'ordre, j'espère bientôt. Et puis tout le monde trouve que j'ai une mine superbe. Voilà, j'ai pris des joues, j'ai pris et l'immuno fonctionne. J'ai moins 97% de vilaines choses dans le corps. En tout état de cause, le traitement qui m'a été indiqué fonctionne très très bien. Alors, c'est vrai que l'annonce de ce cancer m'a complètement bouleversée, anéantie. Ça a été beaucoup de douleurs, de souffrances, de questionnements. J'ai pu continuer à travailler. Tout ça, ça m'a aidé quand même de travailler 10 heures par jour, y compris au moment de mes séances de chimio. Je faisais mes séances de chimio, je rentrais à l'étude, je tenais mes rendez-vous ou non en fonction. Mais en tout cas, je suis restée active tout ce temps. Jusqu'à il y a quelques jours, parce que j'ai décidé maintenant de prendre un peu soin de moi. Voilà, il est temps que je prenne un peu soin de moi après 13 mois de travail acharné pour... Voilà. Ça m'a aidée. Ça m'a aidée, c'est ce qui m'a permis de me lever le matin, de me maquiller, de me sentir bien et de dire « Allez, on y va ». Et puis d'oublier. 10 heures par jour, j'oubliais ce qui m'arrivait. Depuis l'annonce de ce cancer, j'ai continué à vivre comme d'habitude. Dès qu'on peut aider quelqu'un, dès qu'on peut aimer quelqu'un et dès qu'on peut faire du bien, ça c'est chouette aussi. Il faut vivre avec et voilà, et il faut y aller, quoi. Voilà, j'espère que ce petit message sera apprécié de tous et à bientôt. Merci. Un grand merci, Catherine, pour ce témoignage émouvant sur comment on peut vivre et mieux vivre avec un cancer du poumon. On reviendra tout à l'heure sur cet aspect. Maintenant, on va passer à 2 aspects particuliers du parcours de soins qui sont l'activité physique et puis le sevrage tabagique. On va commencer par l'activité physique qui peut améliorer de façon importante son état physique, mais aussi son état mental. C'est aussi quelque chose d'important. C'est bon pour le corps et bon pour l'esprit. Et pour nous expliquer ça, nous avons donc 2 masseurs kinésithérapeutes qui sont avec nous, Camille Le Foll et Rémi Valentin, qui travaillent tous les 2 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et qui font de la recherche également sur le sujet. Donc c'est un point important. On va vous écouter, vous allez nous faire une démonstration, si j'ai bien compris. Donc on va vous regarder. Expliquez-nous, quelques explications d'abord et ensuite une démonstration. Alors déjà, on va commencer par rappeler ce que représente l'activité physique. Donc on imagine que c'est du crossfit, que c'est une activité sportive intense, mais l'activité physique, ce n'est pas ça. Donc voilà l'image que l'on peut voir. Donc là, on imagine quelque chose d'assez intense. Mais l'activité physique, c'est plutôt, on pourrait le considérer comme l'inverse de la sédentarité. Parce que la définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est que l'activité physique, c'est tout mouvement corporel produit par les muscles qui requiert une dépense d'énergie, comme par exemple les loisirs, comme le bricoler, faire du bricolage, du jardinage.
Les déplacements quotidiens, par exemple, ça va être aller faire ses courses à pied, ou son activité professionnelle, car l'activité d'un maçon va dépenser beaucoup plus d'énergie que, par exemple, un travail sédentaire. Les bienfaits de l'activité physique, ça va être donc de maintenir une capacité à l'effort, diminuer son essoufflement pour limiter la spirale du déconditionnement, car plus on est essoufflé, moins on va vouloir sortir de chez soi. Prévenir également les complications cardio-respiratoires. Et un des points assez importants, c'est l'amélioration au niveau du moral, de la diminution de la douleur par de la libération d'hormones comme l'endorphine. Donc voilà, et donc Rémi... Oui, parce que finalement, c'est bien beau en théorie. On va essayer aussi de vous montrer comment finalement pratiquer cette activité physique. C'est pour ça que Camille a ramené un élastique, chose que je pense que la plupart des gens qui ont déjà fait de la kinésithérapie ont déjà vu. Puis je te propose de nous commencer à nous montrer quelques mouvements qui peuvent être réalisés comme ça, comme activité physique. Par exemple, des mouvements un peu, qui finalement sont assez simples à faire. Ce qu'on voulait montrer ici, c'est que c'est tout à fait réalisable en étant assis sur son siège, en bougeant pas trop. Et vous allez me dire, bien entendu, ça c'est un mouvement difficile. Moi, j'ai pas forcément la mobilité nécessaire au niveau du bras, surtout si je viens d'avoir une opération chirurgicale. Et effectivement, c'est là où on commence à voir ce côté adapté de cette activité physique. Le but de venir voir un kinésithérapeute ou un éducateur en activité physique, c'est justement de vous donner, de vous aider à faire un programme qui respecte votre limitation à l'effort si vous en avez une, donc avec une intensité modérée, c'est la première chose. Donc là, on voit que par exemple, on a encore un élastique, mais même pour des gens qui viennent par exemple d'avoir une intervention chirurgicale ou une chimiothérapie qui est très fatigante, on peut proposer des mouvements sans élastique, juste avec la résistance du poids du corps, par exemple. Il y a le côté aussi personnalisé dans cette approche de prendre en compte les autres complications. Donc, je vous ai dit peut-être une douleur au niveau de l'épaule liée à une chirurgie. On peut trouver des mouvements qui sont moins amples, moins intenses. Et finalement, la dernière partie aussi qui est importante sur cette dimension éducative, c'est de se rendre compte qu'on ne peut pas être à 100% tous les jours. Il y a des gens qui nous posent les questions très régulièrement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à faire mieux que la veille ? Et l'adaptation, elle vient aussi en fonction de son état de respiration qui peut varier en fonction de la fatigue, de la pollution, plein de facteurs extrinsèques. Et par exemple, ce que je conseille plutôt de viser comme seuil de tolérance de cette activité en termes d'intensité, c'est plus l'essoufflement qui est ressenti plutôt qu'en termes de série ou en termes de force ou d'énergie dépensée. Et finalement, maintenant, dans le parcours de soins, où est-ce qu'on pratique cette activité physique ? Alors, on la pratique la plupart du temps en rééducation ou dans un programme de réadaptation respiratoire avec un objectif là de regagner en capacité respiratoire, de regagner en capacité à l'effort. On peut également le voir maintenant de plus en plus en préparation d'une intervention, notamment d'une chirurgie thoracique. On sait que faire un programme maintenant de ce qu'on appelle de la préhabilitation, ça diminue le temps d'hospitalisation et les complications après une chirurgie. Et bien sûr, et ça c'est peut-être le plus difficile, l'important derrière, c'est de maintenir ce changement de comportement, le fait de pratiquer de l'activité physique de manière un peu intensive avec un objectif quand on veut sortir de l'hôpital, rentrer chez soi, quand on veut réussir son intervention et avoir le moins de problèmes derrière, c'est quelque chose qui donne une motivation forte qui est plus difficile à maintenir au cours de sa vie parce qu'on a envie de revenir à une vie normale. Et finalement, les bienfaits de l'activité physique, ils se font également voir quand on la pratique au quotidien. Les recommandations de l'OMS, c'est à peu près 30 minutes, 5 jours par semaine. Et pour cela, en fait, la difficulté, elle vient beaucoup de la motivation et de cette pérennisation des acquis. Et c'est le défi principal maintenant qu'on se pose, nous, en tant que rééducateurs, c'est de trouver des moyens pour garder les patients motivés, impliqués, de changer les exercices. Et maintenant, à la fin de cette démonstration-là, je vais demander à Camille si elle ressent déjà un peu d'essoufflement. Effectivement, là, ça fait à peu près 3 minutes que je réalise des exercices à la suite et je sens que je suis un peu plus essoufflée, que les muscles commencent à chauffer et que j'ai activé au niveau du cœur pour pouvoir tenir dans la longueur. Est-ce que pour autant, c'était difficile à réaliser comme type d'exercice ? Est-ce que c'était douloureux au niveau musculaire ou est-ce qu'il y avait quelque chose qui était gênant ? Ces exercices-là sont assez simples à réaliser. Il faut adapter absolument en fonction de ses capacités physiques. Et là, pour moi, même rien que de faire des battements sur la répétition, je sens déjà que les muscles commencent à chauffer. Et donc vraiment, ce qui est important, c'est d'adapter en fonction de ses objectifs les exercices que l'on peut faire.
Voilà, donc s'il y avait peut-être une conclusion à apporter à cette petite démonstration, c'est qu'il y a énormément de bienfaits à pratiquer l'activité physique. On a pu en illustrer quelques-uns là, et ne pas hésiter pour commencer à le faire encadré par un professionnel de santé et qui a pour but, c'est pas pour but de vous garder dans un cabinet ad vitam aeternam, mais vraiment de vous donner les clés pour finalement adapter vous-même votre activité physique à ce que vous ressentez au quotidien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Le mot-clé, c'est adaptation. Il faut que ça soit vraiment adapté à la situation du patient. Et donc, si vous avez d'autres idées d'activités, si vous voulez avoir d'autres idées d'activités, n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour ce programme que nous avons mis en place qui s'appelle Active ton souffle. Vous avez des vidéos, vous avez un certain nombre de propositions d'activités qui vous permettront de tenir compte de votre souffle et de maintenir votre souffle. Et donc, n'hésitez pas. Nous allons passer maintenant à l'aspect comment se débarrasser du tabac. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc c'est Nicole Stenger qui travaille au comité départemental de Souffle 44 qui va nous en parler. Nicole, à toi la parole. Bonjour. Avant d'aborder le sevrage, je voudrais rappeler l'intérêt de l'arrêt du tabac dans le cancer du poumon. Il fait vraiment partie du traitement de ce cancer. Alors, pour quelles raisons? Tout d'abord, pour éviter les complications pendant ou après le traitement, si on a un traitement par chirurgie ou par radiothérapie, mais aussi si on a un traitement par chimio, eh bien, pour qu'il soit le plus efficace possible, bien entendu pour éviter les récidives, mais pour augmenter la qualité de vie et le temps de vie. Donc, pour tous ces éléments-là, l'arrêt du tabac a une grande importance. Alors maintenant, j'en viens réellement au sujet, au sevrage tabagique. Et tout d'abord, je vais faire le point sur la dépendance au tabac afin de mieux comprendre les aides au sevrage. En effet, beaucoup de fumeurs ont des difficultés à contrôler leur consommation ou à arrêter de fumer, parce que ces fumeurs ont une dépendance au tabac qui est triple. Elle est à la fois physique, mais aussi comportementale et psychologique. Alors, la dépendance physique, qu'on appelle aussi pharmacologique, bon, vous vous doutez que c'est principalement une histoire de nicotine. C'est-à-dire que cette nicotine inhalée, la nicotine de la fumée, arrive sur les récepteurs qu'on appelle des récepteurs nicotiniques du cerveau et va stimuler le système de récompense, le système dit du plaisir, mais qui va entraîner l'envie d'en reprendre. Et malheureusement, assez rapidement, ça entraîne aussi le besoin d'un certain niveau de nicotine pour ne pas se sentir mal. À côté de la dépendance physique, il y a, je vous l'ai dit, la dépendance comportementale, c'est-à-dire des habitudes, des conditionnements qu'on a mis en place, et puis une dépendance psychologique, c'est-à-dire qui est souvent en lien avec des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, donc avec des pensées aussi que l'on a, des choses que l'on se dit, ça va me permettre d'évacuer mon stress, d'évacuer ma colère. Et on retrouve finalement dans beaucoup de situations de la vie de tous les jours une association. Alors que ce soit après les repas, que ce soit quand on travaille de moins en moins avec la législation, ou quand on fait des pauses, ou dans un climat de convivialité, ou au contraire, où il y a des émotions un petit peu négatives, soit on est surchargé de travail, il y a un peu de stress, on ne va pas y arriver, on est dans un embouteillage, on est contrarié. Voilà, donc tous ces éléments-là vont se retrouver en association donc avec le fait de prendre une cigarette. Voilà, la suivante. Alors, on a des aides. Face à la dépendance physique, les substituts nicotiniques ont fait leur preuve de leur efficacité. Ce qu'on conseille, c'est d'associer une forme donc patch qui va amener de la nicotine de manière continue et une forme orale, que ce soit des gommes, l'inhaleur, des pastilles, qui vont apporter
donc un peu de nicotine supplémentaire et que l'on gère soi-même, donc dans des moments où il est plus difficile de se passer de fumée. Alors, peut-être quand même, je reviens sur la précédente pour insister sur la différence entre la nicotine apportée au récepteur par la fumée et cette nicotine-là. Cette nicotine ne va pas stimuler les récepteurs à nicotine, ne va pas stimuler le circuit de la récompense et petit à petit, ces récepteurs, au contraire, vont se mettre en sommeil. À la suivante. Alors, avant tout, l'intérêt des substituts, c'est d'éviter les symptômes de manque, les symptômes de sevrage, qui peuvent se traduire de différentes manières, de l'irritabilité, un sentiment de frustration ou de l'anxiété, une humeur un peu dans les chaussettes et d'autres problèmes. Ces substituts nicotiniques ont un intérêt à la fois dans l'arrêt total du tabac, mais aussi dans la réduction de consommation, parce que certains fumeurs ne se sentent pas prêts pour passer le cap du « je fume » à « je ne fume plus du tout », et il peut y avoir des paliers avec donc « je réduis » petit à petit jusqu'à arriver au zéro consommation. À quelle dose? Il y a des outils qui permettent d'évaluer la dose à apporter, mais je dirais, bon, la bonne et surtout, bon, ne pas hésiter à mettre la bonne dose, parce que certains ont des craintes de trop mettre, de trop s'apporter de nicotine, et ce n'est pas le cas. Alors, le point central, bien sûr, c'est quand même de se libérer de la dépendance comportementale et psychologique. C'est le nœud du problème. Alors, ça peut passer par des petites astuces, des petits trucs, on change ses habitudes, on se déconditionne en quelque sorte. Alors, ça peut passer par des petits trucs tout simples. Bon, au petit déjeuner, je ne prends plus le même bol, je ne m'assieds pas à la même table. Au repas de midi, je me dépêche de faire autre chose que ce que je faisais lorsque je prenais la cigarette, peut-être faire la vaisselle, peut-être, voilà, changer ses habitudes, se faire aider. Les généralistes sont là pour aussi vous soutenir. Il y a des téléphones, il y a des applications. Et si vous n'y arrivez pas donc par ces moyens-là, je dirais, n'hésitez pas à aller voir un tabacologue. C'est pris en charge par la sécurité sociale, s'il est au CHU ou s'il est en XAPA, il n'y a pas à payer. Et c'est réellement du sur-mesure pour aider le patient à se motiver lui-même, l'aider à atteindre son objectif, à son rythme, je dis bien, pas à celui du thérapeute, l'aider à mettre en place des stratégies. Donc, ce sont des consultations longues. La première dure une heure. Les suivantes, souvent, sont entre une demi-heure et 3/4 d'heure. Donc, c'est quand même un plus par rapport au soutien du généraliste qui ne peut pas se permettre, en général, de mettre autant de temps dans l'échange avec le fumeur. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et je terminerai par la conclusion. Bien sûr, d'autres aides peuvent être en supplément, la vapoteuse qui peut apporter ou non de la nicotine, acupuncture, sophrologie, relaxation, homéopathie, hypnothérapie, activité physique aussi, de manière donc à vous libérer de cette addiction et de retrouver donc une qualité de vie importante. Voilà les bienfaits d'un arrêt du tabac. Je vous souhaite à tous et toutes. Merci beaucoup, Nicole, pour cette présentation. On souhaite à tout le monde de se débarrasser du tabac. C'est vraiment quelque chose d'important. Nous pouvons maintenant passer aux questions du public. Je n'ai pas eu beaucoup de questions là, sur Zoom. N'hésitez pas à poser vos questions. Une première question nous est posée par Lucie, et c'est pour toi, Nicole. Comment arriver
à faire pour convaincre quelqu'un de s'arrêter de fumer? On ne peut pas être trop insistant, mais il faut quand même en parler. Est-ce qu'il y a une façon de faire? Alors, il est vrai, convaincre, le terme de convaincre, c'est peut-être pas celui que je choisirais, parce que convaincre, c'est exercer une pression sur l'autre, et bon, souvent, ça crée justement une opposition, mais plutôt essayer de voir quels seraient les bienfaits pour lui s'il arrêtait ou s'il diminuait, parce qu'on peut aussi lui faire envisager dans un premier temps la diminution. Alors la diminution à vie, enfin je veux dire, on ne peut pas rester avec quelques cigarettes seulement, mais c'est un premier pas qui est quelquefois envisageable par les fumeurs, alors que l'arrêt total les bloque. Donc, et quels seraient les bienfaits, selon lui, qu'il pourrait y trouver. Donc, vraiment le faire s'exprimer sur les points positifs. Moins ressasser « ah, tu vas attraper ci et ça », mais les points positifs, et aussi l'interroger sur « mais qu'est-ce qui te gêne dans cet arrêt, dans cette démarche? Qu'est-ce que tu crains? Quelles sont les craintes? » Voilà. Donc, et chaque fois qu'il va arriver à modifier quelque chose, positiver cette modification, si elle va dans le bon sens. Et c'est justement ce qu'on essaie de faire dans les consultations de tabacologie, c'est, comme on dirait, arroser ce qu'on a envie de voir pousser. Donc, c'est pas... Belle image, Nicole. Est-ce que tu pourrais commenter un peu sur le vapotage? Est-ce que le vapotage peut être une aide justement pour convaincre les gens d'arrêter de fumer? Alors, pourquoi pas? Le vapotage, bon, n'est pas reconnu chez nous en France par la Haute Autorité de Santé, contrairement, et je ne sais pas si vous avez fait attention au petit mot validé que j'avais rajouté sur les diapositives, les substituts nicotiniques sont validés, les thérapies comportementales sont validées, l'aide par les tabacologues sont validées. Là, chez nous, non. En Grande-Bretagne, oui, mais chez nous, non. Maintenant, ça peut être en effet une aide, pourquoi pas. Bon, le fumeur se pose moins de questions, c'est-à-dire que finalement, il garde un peu, et même beaucoup, toutes les associations qu'il avait créées précédemment, donc ça lui facilite la vie. Sur le long terme, on n'est pas totalement sûr qu'il y ait une innocuité du produit total, mais c'est nettement moins nocif, bien moins nocif que le tabac. Donc, pourquoi pas? Et je dirais aussi, quelquefois, il faut associer patch et cigarettes électroniques, parce que la nicotine contenue donc dans les e-liquides n'est pas forcément à la hauteur du besoin en nicotine du patient. Ou quelquefois, le patient, même s'il a une grosse dépendance à la nicotine, lorsqu'il prend un liquide trop chargé en nicotine, va ressentir un inconfort au niveau pharyngé ou laryngé, et donc va se détourner de la cigarette électronique ou ne va pas prendre suffisamment de doses de nicotine et du coup va conserver des cigarettes. Donc voilà, on peut associer aussi les deux. Merci beaucoup pour ces précisions. Un petit mot sur l'activité physique maintenant, parce qu'il y a une question qui est la suivante. Combien de sports faudrait-il faire par semaine? Donc, Rémi a évoqué 30 minutes sur 5 jours. Pour une personne non sportive comme moi, pour que ça apporte quand même quelque chose en termes de bienfaits pour l'amélioration de mon souffle.
Alors, est-ce qu'on peut... Camille, tu voulais répondre à cette question? Oui, voilà, c'est ça. Donc, tu avais déjà précisé en fait que c'était l'OMS recommandait 5 fois par semaine 30 minutes d'activité physique. Mais encore une fois, tout dépend de l'objectif en fait de cette. C'est pour les personnes qui ne sont pas malades. C'est ce qu'on minimum pour chaque individu. Oui, c'est ça. Et donc là, pour les personnes qui sont malades, eh bien, en fait, il faut trouver quelque chose à son rythme. Il faut que ce soit un petit peu difficile, mais pas non plus que ce soit infaisable, parce qu'il faut garder cette motivation constante, en fait, de semaine en semaine pour obtenir un bénéfice. Donc voilà, donc plutôt favoriser un rythme propre à chacun qui nous convient et pour pouvoir obtenir des résultats sur du plus long terme. Un commentaire là-dessus Oui, non, mais je pense que Camille l'avait bien précisé, c'est l'objectif. Si on est dans une phase de récupération après une hospitalisation, bien sûr qu'on est un peu plus sur l'intensif et qu'il faut dédier un temps et un certain nombre de fatigues à cette récupération physique. Et quand on est plus dans un maintien des acquis, là, c'est le côté adapté et même individualisé est bien plus intéressant. Il faut vraiment creuser ça avec le professionnel qui nous accompagne. Est-ce qu'il y a des contre-indications à l'activité physique? Oui, bien sûr. Alors du coup, ça c'est surtout les premiers signes d'alerte, c'est surtout la dyspnée, l'essoufflement, l'incapacité ou alors à faire de l'effort ou alors une dyspnée, un essoufflement qui nous paraît totalement anormal pour une intensité d'effort qui est a priori totalement réalisable. Il y a une autre, merci. Il y a une autre question sur qu'est-ce qu'il faut penser des plateformes solutions d'activité physique adaptées à distance. Est-ce que c'est opportun pour un patient qui est porteur d'un cancer du poumon? Est-ce que c'est pas une contrainte en plus? Donc c'est une des questions posées par Joseph. Alors par rapport à ces plateformes-là, en soi, tout mode en fait qui va favoriser l'activité physique, selon moi, il faut utiliser tous ces modes-là. Par contre, il faut dans l'activité physique, il y a adapté, donc ça veut dire qu'il faut quand même avoir l'avis d'un professionnel de santé et pourquoi pas ensuite continuer à travers une plateforme sur Internet pour pouvoir pérenniser en fait cette activité tout au long du temps. Je ne sais pas si Rémi, tu as... Oui, mais je pense que c'est un très bon complément, effectivement. Je trouve que toutes ces nouvelles technologies sont très intéressantes sur le côté maintien des acquis. C'est que on a un professionnel de santé qui nous a fait faire un stage de réhabilitation intensif après une hospitalisation. On voit le bienfait de continuer à pratiquer de l'activité physique à côté, on a besoin d'un bras de levier motivationnel. Si ça nous motive parce qu'on a disponible très facilement une plateforme Internet avec des vidéos, c'est un très bel outil. Si on n'est pas à l'aise avec Internet, si on n'est pas à l'aise avec ça, c'est pas forcément l'outil qu'il nous faut et il y en a certainement plein d'autres qui peuvent être adaptés justement à nos besoins. Une des questions qu'on évoquait tout à l'heure, c'était la validation des techniques. Est-ce qu'il y a des plateformes qui sont validées pour faire une activité physique à distance? Ou pas vraiment? Alors ça, moi, je ne suis pas forcément au courant. Peut-être que Rémi... Alors valider, oui, je pense que il faut rechercher des plateformes qui justement ont un aval soit d'associations comme la Fondation du Souffle, où on a présenté tout à l'heure Active ton Souffle, soit il faut se rattacher à des programmes qui sont déjà coordonnés par des CHU, par des professionnels de santé, et auquel cas, après, je ne connais pas toutes les plateformes, effectivement, il faut peut-être aller montrer les plateformes qu'on a trouvées à son professionnel de santé pour justement en discuter et voir si même quelque chose qui n'est pas forcément validé mais qui est facilement accessible, on peut peut-être en faire quelque chose qui est validé de fait pour nous, pour un individu, donc un patient. Rediscuter avec son médecin ou avec son kiné, c'est ça la recommandation. Oui. Commencer en tous les cas par quelque chose d'un peu encadré ou en tous les cas d'être accompagné et pour après, bien sûr, viser l'autonomie parce que ce maintien de l'activité physique qui se fait au quotidien et c'est seulement le patient qui saura ce qu'il est au mieux capable de maintenir comme activité. Ok, merci beaucoup. Anne-Claire, quelques questions pour toi. La première, c'est que, effectivement, tu l'as dit plusieurs fois, c'est une vraie révolution qu'on est en train de vivre sur la prise en charge du cancer du poumon. Un des points, c'est qu'il faut maintenant faire des mesures un peu complexes de biologie moléculaire sur les tumeurs. Est-ce que c'est disponible partout en France, cette étude biologique ? Alors, les analyses de biologie moléculaire le sont de plus en plus. Au début, c'était essentiellement dans les plateformes de biologie moléculaire labellisées 1K. Il y en avait 23 en France. Donc, il y en avait plusieurs par grande interrégion. Aujourd'hui, il y a de plus en plus des techniques qu'on appelle techniques rapides. Par exemple, une qui s'appelle IDILA, où on peut mettre des lames
Donc, on n'a pas des lames de prélèvement tumoraux, donc on n'a pas l'ensemble des altérations moléculaires, mais on en a un certain nombre qui permettent d'apporter des informations. Il y a ces analyses de biologie moléculaire, c'est par NGS qui s'appelle c'est du séquençage des gènes. Et de plus en plus, les cabinets de pathologie privés s'en sont équipés. Donc aujourd'hui, ça devient accessible, peut-être pas dans tous les cabinets de pathologie et pas dans tous les hôpitaux, mais en tout cas, il y a toujours des circuits pour que le matériel tumoral soit envoyé dans ces laboratoires de biologie moléculaire. Que toute tumeur puisse être analysée de cette façon-là en France, on peut rassurer les gens. Tumeur ayant l'indication, c'est-à-dire que c'est pour les cancers bronchiques non à petites cellules, non épidermoïdes. D'accord. Tu nous as dit que le pronostic était radicalement changé par ces traitements de thérapie ciblée ou d'immunothérapie. Est-ce que et Catherine, dans son témoignage, nous disait aussi que les effets secondaires n'étaient pas du tout les mêmes. Est-ce que tu pourrais nous commenter un petit peu les effets secondaires de ces nouveaux traitements, thérapie ciblée, immunothérapie, qui ne sont pas les mêmes non plus? En fait, l'immunothérapie, effectivement, la chimiothérapie, ça marche en allant détruire les cellules tumorales au moment où elles se multiplient. L'immunothérapie, ça marche en réveillant vos soldats. L'image que je donne à mes patients, c'est quand il y a une bactérie qui nous infecte, et nos soldats, nos lymphocytes, la reconnaissent et vont s'y attaquer. La cellule tumorale, elle est intelligente, elle endort nos soldats. Donc, ils ne la reconnaissent pas. Et en fait, l'immunothérapie lève cette cape d'invisibilité de nos cellules tumorales et font que nos soldats vont pouvoir s'y attaquer. Et donc, les effets secondaires, ils vont avec ça. C'est-à-dire que nos soldats vont être hyper activés, nos lymphocytes, pour aller s'attaquer à la tumeur. Et ils vont pouvoir, des fois, aller s'attaquer à nos organes sains avec des effets secondaires qui vont beaucoup finir en HIT, c'est-à-dire c'est de l'inflammation, c'est des colites, de l'inflammation du tube digestif, des diarrhées, des thyroïdites, de l'inflammation de la thyroïde, des arthrites, de l'inflammation des articulations. Donc la liste de ces effets secondaires est plutôt plus longue que les effets secondaires de la chimiothérapie. Par contre, leur fréquence est bien moindre et ils sont bien mieux supportés. Un certain nombre des effets secondaires sont biologiques, tels que des thyroïdites, où les patients on supplémente avec une hormone de la thyroïde, ça leur fait absolument aucun symptôme. Et donc voilà, donc oui, c'est des traitements beaucoup mieux supportés pour la majorité des patients. Il y a quand même certains qui ont des événements indésirables sévères, mais c'est vraiment pas la majorité et c'est globalement beaucoup mieux supporté que la chimiothérapie. Et comme on le voit dans le témoignage de ma patiente, tout à fait compatible avec la poursuite d'une activité professionnelle qui, je pense, est quelque chose de vraiment très important et des nouveautés dans le cancer du poumon. Dans le cancer du sein, dans le cancer du côlon, on est habitué à ce que les patients continuent à travailler, beaucoup moins dans le cancer du sein. Et avec ces révolutions thérapeutiques, nos patients aussi continuent à travailler. Et je pense que pour notre société, c'est un vrai plus. Oui, c'est le mieux vivre avec un cancer du poumon, ça fait partie effectivement de la chose. Il y avait une autre question sur la détection. Comment détecter un cancer du poumon et sa récidive? C'est deux choses un peu différentes. La détection du cancer du poumon, c'était la première diapositive de ma présentation. C'est avec des signes d'appel qui peuvent être extrêmement variés. C'est pour ça que si on constate qu'on a des symptômes qui durent un petit peu, et bien consulter son médecin traitant, en sachant que la première fois qu'on a ces symptômes-là, c'est souvent pas ça qui est l'alerte. Il faut souvent que les symptômes soient répétés. Et en médiane, entre le premier symptôme du cancer et le diagnostic du cancer, il y a plutôt 3 mois. Donc, on voit que ça met un peu de temps avant que les symptômes qu'on a tirent vraiment la sonnette d'alarme. Donc, c'est ça le diagnostic. Le dépistage aujourd'hui en France, le dépistage de masse n'est pas encore validé. On espère, en tout cas, il y a des groupes de travail en France, des études qui sont menées, des études internationales qui ont montré le bénéfice du dépistage. Donc, on espère arriver à persuader les autorités de santé. Ça, c'est pour le diagnostic initial. Pour ce qui est de la récidive, nos patients, on les suit. On les suit avec des scanners, au début tous les 3 mois, puis 6 mois. Puis tous les ans, pour les patients opérés, la récidive, c'est plutôt pour les patients opérés, pour les patients localisés avec un traitement à visée curative. Les patients métastatiques, on continue toujours à les suivre parce qu'on sait que la maladie n'est pas guérie. Pour les patients qui ont eu un traitement à visée curative, on les suit avec des scanners pour arriver à identifier la récidive avant qu'elle ne fasse des symptômes aux patients. Donc voilà, et c'est vrai que jusqu'à il y a quelques années, les patients faisaient des scanners de suivi pendant 5 ans après la chirurgie. Et puis, avec des études depuis quelques années, on montre en fait qu'il y a un bénéfice à faire des scanners pendant 10 ans. Donc, nos patients, aujourd'hui, on les suit pendant 10 ans avec des scanners.
À un moment donné, on avait parlé d'une application qui permettait de suivre les symptômes et de dépister assez rapidement une récidive. Est-ce que c'est passé dans les mœurs ou ça reste quelque chose de... Cette application, c'est MoveCare. C'est quand même une application, la seule, qui est remboursée par la sécurité sociale. Donc, c'est quand même une énorme avancée pour lesquelles des patients, effectivement, avec des maladies qui a pour objectif de dépister la récidive. Ça demande une prescription médicale et ensuite le prestataire, celui qui fournit cette application, travaille avec le patient. Il y a quand même une difficulté de qui gère et qui reçoit l'info de cette application. Donc, il serait question qu'il y ait un financement pour que des infirmières puissent recevoir et ensuite dispatcher en fonction de l'alerte. Donc, oui, cette application permet de mieux dépister la récidive et donc d'améliorer la survie des patients, parce qu'in fine, c'est ça l'objectif. Il reste des ajustements à faire pour que ça soit utilisable à haut volume. Merci. Une autre question, Dan, c'est comment soutenir psychologiquement un proche qui récidive d'un cancer du poumon? C'est une question un peu difficile. Mais je crois que c'est ce que Nicole a dit tout à l'heure en écoutant. En écoutant, en étant présent, déjà, le soutien, c'est écouter, être présent, ne pas fuir, continuer à voir les gens. Et c'est sûr qu'une récidive de cancer, maintenant, ça dépend de la récidive. Si c'est une récidive localisée pour laquelle on a encore un objectif curatif, ou si c'est une récidive sous une forme métastatique pour laquelle on n'a pas d'objectif curatif et où effectivement, on sait que la durée de vie va être réduite. Je pense surtout, c'est accompagner, soutenir, être présent. Et les patients, ils ont essentiellement besoin de ça. Et ensuite, à adapter à chacun, mais ne pas fuir les patients et continuer à rien qu'être présent, même si on ne sait pas quoi dire. Et ben déjà, je t'offre ma présence, je suis avec toi et c'est déjà bien. Et continue l'activité physique aussi. C'est bon pour le moral. Enfin, c'est vraiment ce qu'ils ont dit. Les patients, qu'est-ce que je peux faire contre la fatigue? Eh ben, bouger, l'activité physique, c'est le meilleur traitement contre la fatigue et en plus, c'est bon contre le moral. Pour le moral. Une question du public, là. Quel est l'impact de la pollution atmosphérique, je pense, sur la prévalence des cancers du poumon aujourd'hui? On ne sait pas très bien. On ne sait pas très bien. On sait qu'il y a un impact qui est sans doute multifactoriel. Maintenant, c'est souvent biaisé aussi par la consommation de tabac. Le tabac est le premier facteur de risque du cancer du poumon, même si le cancer du poumon du non-fumeur est une vraie entité, notamment chez les femmes. Près de 30% des femmes qui ont un cancer du poumon sont non-fumeuses. Et donc, dans cette population de non-fumeurs, on a essayé d'identifier des facteurs de risque. Donc, il y a un impact. La pollution a été reconnue comme facteur de risque. De là à donner numériquement le nombre de cancers du poumon liés à la pollution, ce n'est pas possible. Le problème, c'est que tout le monde est exposé à la pollution, que le tabac, c'est essentiellement les fumeurs actifs. Et bien sûr, le tabagisme passif joue un rôle également, mais minime par rapport au tabagisme actif. Donc, c'est pas les mêmes populations qui sont exposées à la pollution et au tabagisme actif. C'est ce que j'appelle non-fumeur, c'est non-fumeur actif. Le tabagisme passif est un non-fumeur. Oui. Ok, il y avait une autre question encore sur l'exercice. Il y avait une question à l'effort. Je désature très rapidement. Dois-je arrêter l'activité sportive? Parce que les saturomètres maintenant sont rentrés complètement dans les mœurs. Oui, donc, oui. Alors oui, effectivement, la descente de saturation, c'est un critère d'arrêt de l'exercice. C'est pas pour autant qu'il faut renoncer à pratiquer de l'activité physique. Il faut peut-être revoir l'intensité de l'effort qui est pratiqué à ce moment-là. Donc, bien sûr, encadré par un professionnel de santé, un médecin ou un kiné, pour voir si effectivement il y a moyen de moduler plutôt l'intensité ou la durée de cet exercice-là. Il y a une autre modalité, on n'a pas trop détaillé les différentes modalités après de pratique du sport ou de l'activité physique, mais on peut envisager de faire de ce qu'on appelle de l'interval training ou de l'effort intermittent, de faire des efforts qui sont entrecoupés de périodes de récupération courtes pour quand même garder une stimulation de fond du système cardio-respiratoire, mais qui permet une récupération quand même, et donc que les constantes comme la saturation par exemple remontent et ne descendent jamais sous des échelles qui seraient dangereuses pour la sécurité des patients. C'est combien ? Ça dépend. Ça, je pense qu'il y a encore pas mal de débats en fonction des différentes pathologies. Mais je pense qu'en autonomie, si vous pratiquez en autonomie en dessous de 93% de saturation, il faut commencer à en informer votre kiné au moins et arrêter si vous sentez une fatigue aussi qui est exacerbée.
Ok, merci beaucoup. Une question pour Nicole sur le cannabis. Oui, pardon, excuse-moi, Anne-Claire. Juste, pardon, Oui. si je peux mettre un tout petit bémol sur ces saturations, c'est vrai que nous, nos patients avec cancer du poumon, ils ont, comme c'est le sujet, ils ont souvent des saturations de base plutôt à 90, 91%. Ouais. Nous, on a quand même beaucoup tendance à leur dire ne prenez pas votre saturation et fiez-vous à votre essoufflement, en partant du principe que les grosses conséquences de la désaturation, ils ne les connaîtront pas. Donc voilà, vigilance juste sur ce 93%. Tous nos patients qui ont de base 90, 91%, il faut quand même faire de l'activité physique. Mais bien sûr, oui. Je me permettais pas ce genre de précisions qui sont d'ordre plutôt médical, mais je suis tout à fait d'accord. Et nos patients qui désaturent en dessous de 90, on essaie quand même de les accompagner quand on a l'aval du pneumologue en amont et qu'on voit qu'ils sont capables de tolérer l'effort. Ouais. Donc effectivement, je pense qu'on ne peut pas s'arrêter seulement à une saturation. Merci beaucoup. Nicole, une question sur le cannabis. Parce qu'on a parlé du tabac, mais le cannabis, c'est quelque chose de fréquent aussi, hein, peut-être plus fréquent qu'on ne le croit, et qui a des effets. Hein, c'est un risque de cancer probablement associé. Est-ce que le sevrage, c'est équivalent? Alors, équivalent dans le travail. Alors, bon, très souvent chez nous en France, le cannabis est associé et fumé avec aussi présence du tabac. Donc, il va falloir tenir compte de la dépendance physique liée à la nicotine du tabac. Et en effet, comme vous le dites, le cannabis, même bio, fumé, est source de pathologies, tout comme le Respiratoire. tabac. Voilà. Alors après, l'arrêt du cannabis, c'est un peu différent dans le sens où tout dépend un peu à quel usage pour quel usage il est pris. Est-ce que, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui prennent du cannabis pour ses effets anxiolytiques, même si certains peuvent avoir une recrudescence par contre de l'anxiété, hein. C'est pas forcément le traitement pour l'anxiété, mais donc pour un peu décompresser le soir. Donc, il faut voir le nombre de joints, etc. Les bénéfices qu'ils en retirent ne sont pas les mêmes qu'avec le tabac. Donc, mais le travail, il est le même, c'est-à-dire qu'il faut toujours rechercher, leur faire étudier un petit peu ce qu'on appelle la dépendance, la motivation qu'ils ont à arrêter et la motivation qui les pousse à continuer, c'est-à-dire la balance motivationnelle. Donc, c'est le même type de travail. L'approche de travail. Un grand merci, il est 14 heures, donc nous allons maintenant arrêter ce webinaire. Je voulais tous vous remercier de votre participation. Vous êtes de plus en plus nombreux à y participer, ça nous réjouit, ça nous ravit. Et j'insiste sur le fait que ces webinaires sont gratuits et accessibles à tous. N'hésitez pas à soutenir nos actions sur lesouffle.org. Si vous avez des remarques, des suggestions à faire pour améliorer encore les webinaires, vous envoyez un message à communication@lesouffle.org. Cette édition sera visible sur un replay d'ici quelques jours. N'hésitez pas à la revoir et éventuellement à la faire partager. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle après-midi et prenez soin de vous. À bientôt. Merci.